La Gestapo, acronyme de Geheime Staatspolizei, a été fondée le 26 avril 1933. Dès ses débuts, sous la direction de Rudolf Diels, l'organisation s'est concentrée sur l'établissement d'un système d'interrogatoire brutal et systématique, conçu pour démanteler toute forme d'opposition au régime nazi. Sa création a été une réponse directe à la nécessité du Parti national-socialiste, dirigé par Adolf Hitler, d'exercer un contrôle absolu sur la société et d'éliminer les minorités considérées comme dangereuses. Les interrogatoires menés par l'entité répressive faisaient partie d'une stratégie plus large, visant à semer la peur et à écraser la dissidence. Imaginez être arrêté en pleine nuit, avec le bruit des bottes lourdes résonnant dans l'obscurité. La porte s'ouvre, et un groupe d'hommes avec des insignes vous traîne vers un destin terrifiant. C'est le début d'un cauchemar que des milliers de personnes ont vécu. Les interrogatoires de la police secrète d'État. Les principaux objectifs de la persécution étaient les communistes, les juifs, les homosexuels, les gitans et les dissidents politiques. Hermann Göring, l'un des architectes de la Gestapo, a fourni les ressources nécessaires pour que cette organisation devienne un instrument redouté et efficace. Cependant, c'est sous la direction de Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich que les interrogatoires ont atteint leur apogée en termes de brutalité et d'efficacité. Cette organisation gouvernementale ne cherchait pas seulement des informations. Son objectif était de détruire la volonté des détenus. Les méthodes utilisées comprenaient des tortures physiques extrêmes, la privation de sommeil, l'exposition au froid et, dans certains cas, des mutilations. Cette police secrète n'était pas une force commune. Elle était un bras répressif du nazisme. Malgré son chaos apparent, elle fonctionnait avec une efficacité effrayante. Chaque arrestation et chaque torture étaient méticuleusement planifiées. En 1936, elle a obtenu une immunité légale absolue, ce qui lui a permis d'opérer sans aucune supervision judiciaire. Pendant cette période, Reinhard Heydrich a encore consolidé son pouvoir en intégrant ses fonctions avec celles du service de sécurité. L'expansion s'est poursuivie en 1939 lorsqu'elle a été incorporée à l'Office central de sécurité du Reich, ou RSHA par ses sigles, ce qui a non seulement renforcé son pouvoir, mais l'a également lié aux politiques génocidaires du régime nazi. À travers cette structure, l'entité a participé activement à la mise en œuvre de la solution finale, menant des arrestations massives et des déportations. À mesure que la guerre avançait, entre 1944 et 1945, le pouvoir de la Gestapo a commencé à décliner en raison des défaites militaires du régime nazi. Finalement, avec la reddition de l'Allemagne le 7 mai 1945, l'organisation a été officiellement dissoute. Les procès de Nuremberg ont exposé les crimes atroces commis pendant ces interrogatoires, révélant l'ampleur de la terreur d'État exercée par cette entité et les autres entités du régime national-socialiste. Terreur sous interrogatoire. Les méthodes de la Gestapo. Le rôle de la police secrète d'État dans les interrogatoires était central pour consolider le pouvoir du régime et sa brutalité a marqué un chapitre sombre de l'histoire du XXe siècle. Voici plusieurs des éléments, méthodes et conditions clés qui ont caractérisé ces moments où des questions concrètes étaient posées et qui, sans aucun doute, les ont transformés en un véritable cauchemar pour leurs victimes. Le premier est l'un des plus évidents, mais c'était l'utilisation systématique et institutionnalisée de la torture. Dès sa création, cet organisme s'est distingué par l'utilisation de la torture contre ses captifs, l'appliquant non seulement pour extraire des informations des détenus, mais aussi comme un mécanisme de contrôle social et de déshumanisation. Cette approche brutale visait à instiller la peur parmi la population et à éliminer toute forme de résistance ou de dissidence contre le régime. Parmi les méthodes employées par la Gestapo, les coups et les bastonnades étaient une pratique courante. Les prisonniers étaient soumis à des agressions physiques constantes, utilisant des objets contondants comme des bâtons ou des barres métalliques qui leur causaient des blessures graves. Ces bastonnades n'étaient ni accidentelles ni improvisées. Elles faisaient partie d'un système méticuleusement planifié pour affaiblir les détenus tant physiquement que mentalement, réduisant leur capacité de résistance. Fréquemment, les prisonniers étaient menacés de tortures encore plus sévères ou de représailles dirigées contre leurs familles et leurs proches. Les moments où les interrogatoires eux-mêmes avaient lieu étaient particulièrement brutaux. Pendant ces séances,
Les agents utilisaient des combinaisons de coups, de cris et de menaces pour extraire des informations, souvent de manière implacable. Dans de nombreux cas, les prisonniers étaient battus jusqu'à perdre connaissance et, souvent, les torturés succombaient à l'intensité de ces tourments, perdant la vie dans le processus. Une autre arme caractéristique de ces processus était la terreur psychologique. Ces bourreaux ont perfectionné l'utilisation de cette manœuvre comme un outil fondamental dans leur stratégie de contrôle et de répression. Sa mise en œuvre a été soigneusement conçue pour déstabiliser émotionnellement les victimes et neutraliser toute tentative de résistance. Parmi les techniques les plus courantes employées par la Gestapo, les menaces contre les familles occupaient une place importante. Les détenus étaient soumis à un état constant d'angoisse en étant informés de possibles représailles contre leurs proches, y compris des arrestations, des tortures ou des exécutions. Ces menaces visaient non seulement à briser les martyrs, mais aussi à semer un sentiment d'impuissance qui les isolait émotionnellement, les rendant plus vulnérables à la manipulation. Les fausses promesses de libération faisaient également partie de cette machine d'oppression psychologique. Pendant les interrogatoires, les agents offraient des garanties de traitement plus indulgents ou même de libération immédiate si les prisonniers coopéraient. Ces promesses, rarement tenues, généraient un espoir fragile qui maintenait les détenus dans un état de confusion constant. Ce cycle d'attente et de déception affaiblissait progressivement leur résistance mentale. Il comprenait également des stratégies plus subtiles, comme la manipulation de la perception du temps. Les prisonniers pouvaient être maintenus dans des cellules sombres pendant des jours ou des semaines, sans accès à des horloges, des calendriers ou des références externes, les désorientant complètement. Après tout, dans cet environnement, une heure pouvait sembler une après-midi entière, une semaine ressemblait à un mois ou un jour semblait être une éternité. Cet isolement sensoriel contribuait à briser la volonté des victimes, les rendant plus susceptibles de coopérer pendant les interrogatoires. Une autre ressource couramment employée était les jeux mentaux, qui incluaient des changements brusques dans les conditions de détention. Les prisonniers étaient emmenés de cellules sombres et froides à des pièces apparemment plus confortables, pour être renvoyés peu après à des conditions encore plus sévères. Ces manœuvres visaient à les désorienter et à détruire tout sentiment de stabilité ou de contrôle sur leur situation. L'impact de ces tactiques était dévastateur. De nombreux prisonniers ont connu une érosion complète de leur volonté, incapables de résister ou de remettre en question les ordres de leurs ravisseurs. La manipulation constante contribuait également à la dépersonnalisation des victimes qui, confrontées à des menaces et à des trahisons, perdaient progressivement leur identité et leur sens de l'humanité. Une autre pratique courante était l'isolement prolongé de ceux qui devaient répondre aux questions. Cette tactique se caractérisait par le maintien des détenus en séparation physique complète des autres prisonniers, éliminant toute possibilité de soutien émotionnel ou de solidarité entre eux. Dans des cellules individuelles ou dans des conditions extrêmes de réclusion, les détenus étaient confrontés à une solitude absolue qui aggravait leur vulnérabilité émotionnelle. Dès le moment où un prisonnier était emmené dans une cellule d'isolement, la stratégie commençait à produire ses effets. Le manque d'interaction sociale, combiné à des conditions de vie inhumaines, intensifiait le sentiment d'abandon. Les cellules étaient généralement petites, sombres et dépourvues des besoins de base, ce qui contribuait à une dégradation progressive de leur état physique et mental. Cet environnement était délibérément conçu pour miner toute résistance psychologique et soumettre le détenu à un état de désespoir total. Les prisonniers, lorsqu'ils étaient emmenés dans des salles d'interrogatoire sans la présence d'autres détenus, se sentaient complètement exposés à la volonté de leurs tortionnaires. Dans de nombreux cas, les prisonniers commençaient à accepter les conditions imposées par leurs ravisseurs, ce qui facilitait l'obtention de confessions ou d'informations. La stratégie d'isolement remplissait également un but collectif, en empêchant toute forme d'organisation ou de résistance entre les détenus. La Gestapo comprenait que le soutien mutuel pouvait renforcer l'esprit des prisonniers. Elle cherchait donc à éliminer toute possibilité de communication entre eux. Un quatrième élément était l'absence totale de garantie légale, très typique des régimes comme celui du national-socialisme. Dès ses débuts, l'absence de garantie légale a permis à l'organisation d'agir sans restriction, se transformant en un instrument répressif capable d'exercer un contrôle absolu sur la population allemande et les territoires occupés.
Le manque de procédures judiciaires a favorisé un climat de terreur, car tout citoyen pouvait être arrêté sans preuve concrète et emmené dans des centres d'interrogatoire où la brutalité était la norme. Les prisonniers étaient sans défense, complètement à la merci de leurs ravisseurs, qui ne faisaient face à aucune limite légale dans leur traitement. Un mécanisme clé était la détention préventive, qui permettait d'envoyer les détenus directement dans des camps de concentration sans procès préalable ni défense légale. Cette figure juridique non seulement annulait le système judiciaire traditionnel, mais donnait également à la police secrète d'État un pouvoir absolu pour décider du sort de toute personne. Dans de nombreux cas, ces décisions étaient sans appel, privant les détenus de tout espoir de justice. Le fonctionnement sans restriction légale se reflétait également dans la nature des interrogatoires. Ceux-ci ne nécessitaient pas d'autorisation judiciaire et se déroulaient dans des conditions d'impunité totale. La torture, tant physique que psychologique, était systématiquement utilisée comme outil pour obtenir des aveux ou des informations. Les victimes, isolées et soumises à des conditions inhumaines, n'avaient aucun moyen de se défendre ni de dénoncer les abus subis. Les conséquences furent dévastatrices. L'organisation, dans son rôle d'État dans l'État, a démantelé l'État de droit et consolidé un régime de répression sans limite légale ni éthique. En conséquence du point précédent, les arrestations arbitraires étaient monnaie courante. Ce mécanisme, exécuté sans justification légale, a non seulement contribué à la répression politique, mais a également semé une profonde peur dans la population, altérant complètement les dynamiques sociales et communautaires. Dès son instauration, ce modèle de détention reposait sur l'absence de supervision judiciaire et sur l'utilisation de critères vagues pour identifier les suspects présumés. Les arrestations commençaient souvent à partir de dénonciations anonymes faites par des voisins, des collègues ou même des membres de la famille. Ces rapports, souvent motivés par des querelles personnelles, étaient suffisants pour que les agents de la Gestapo arrêtent une personne sans besoin de preuves concrètes. Une simple accusation pouvait entraîner une arrestation immédiate, éliminant toute possibilité de défense préalable. Les descentes périodiques, menées dans des quartiers entiers, renforçaient ce climat d'incertitude, affectant tant les opposants au régime que les citoyens ordinaires. Le manque de preuves solides n'était pas un obstacle aux arrestations. Il suffisait que quelqu'un soit considéré comme suspect pour des raisons aussi triviales que des commentaires politiques inoffensifs ou des comportements qui s'écartaient des normes sociales imposées par le régime. Parfois, ces actions servaient de prétexte pour envoyer des messages intimidants au reste de la population. Une fois arrêtés, les détenus étaient emmenés dans des installations où ils faisaient face à des interrogatoires sévères, souvent menés sans base spécifique pour les raisons exposées. Dans de nombreux cas, la peur d'être dénoncé ou arrêté sans raison apparente provoquait l'isolement social, détruisant la confiance même entre amis et proches. Un sixième point, intimement lié au précédent, était le système de dénonciation qu'il promouvait activement. Cette organisation encourageait un système de délation dans lequel les citoyens étaient incités à signaler des comportements suspects. Cet environnement de surveillance constante non seulement divisait les communautés et les familles, mais permettait également que les dénonciations personnelles soient utilisées comme outil pour résoudre des conflits privés, augmentant cruellement le nombre de victimes. Une autre ressource terrifiante employée par la Gestapo était l'intimidation par des exemples précédents. Cette approche méthodique, calculée et cruelle, commençait par des pratiques visant à instiller la peur par l'exposition délibérée de la souffrance d'autres prisonniers. Au cours du processus, il était courant que les détenus soient obligés de voir des compagnons battus ou torturés, montrant un panorama de douleur inévitable pour ceux qui décidaient de résister ou de se taire. Cette stratégie ne transmettait pas seulement un message clair aux opprimés immédiats, mais étendait un écho de terreur à leurs cercles sociaux et communautés. Par le biais de menaces explicites et de récits détaillés sur les conséquences auxquelles d'autres avaient été confrontés, les agents renforçaient l'idée d'un pouvoir invincible. Dans des villes comme Berlin, des installations comme Columbia House sont devenues l'épicentre de ces tactiques. Les prisonniers revenant des interrogatoires montraient des marques physiques et psychologiques évidentes, des signes qui se propageaient rapidement parmi la population comme un avertissement de ce que signifiait défier le régime. D'autre part, les opérations de rafle massives augmentaient l'efficacité de ces tactiques. Dans les quartiers juifs et les communautés suspectes,
Les arrestations et les déportations étaient exécutées sous les yeux de tous. Cette démonstration publique de pouvoir facilitait non seulement la capture de dissidents réels ou potentiels, mais générait également un message subliminal d'omniprésence et d'inévitabilité de la punition. La conséquence psychologique la plus immédiate était la soumission. Sous le poids de la menace constante, de nombreux prisonniers acceptaient des aveux imposés, tandis que d'autres, déjà brisés, sombraient dans un état de dépersonnalisation. Les aveux forcés faisaient également leur apparition dans ce panorama. Ces aveux étaient le résultat de processus coercitifs caractérisés par la torture, la manipulation psychologique et la violation systématique des garanties légales. Les méthodes pour obtenir ces aveux incluaient des pratiques telles que la torture physique, la privation sensorielle, l'isolement prolongé et la manipulation psychologique. Les aveux, une fois obtenus, étaient souvent remplis de fausseté. Parfois, les agents eux-mêmes rédigeaient les documents, incluant des accusations exagérées ou complètement infondées. Les détenus étaient également contraints d'incriminer d'autres personnes, élargissant les réseaux de répression et favorisant un climat de méfiance parmi ceux qui auraient pu être des alliés. Ces documents servaient de preuves légitimes pour les procès, permettant au régime de justifier légalement les arrestations, les condamnations et même les exécutions. Les aveux forcés ont détruit d'innombrables vies en condamnant les prisonniers à des peines sévères ou à la mort, laissant leurs familles stigmatisées et appauvries. À un niveau social, ils renforçaient la terreur d'État, alimentant le récit de l'existence d'ennemis internes et justifiant une répression croissante. Des exemples historiques comme les procès politiques en Allemagne, où les sentences étaient basées exclusivement sur des aveux arrachés sous la torture, illustrent comment ces pratiques étaient utilisées pour éliminer systématiquement toute forme de dissidence. Les campagnes dirigées contre les communistes et les socialistes ont également montré l'utilisation de ces aveux pour justifier des rafles massives, renforçant ainsi le contrôle absolu du régime sur la société. Tout cela sans compter les conditions inhumaines de détention. Les prisonniers capturés par la Gestapo étaient confinés dans des conditions qui défiaient les limites de la résistance humaine. Les cellules, généralement petites et sombres, manquaient des conditions de vie les plus élémentaires. Le froid était une constante, particulièrement pendant les hivers, car les installations manquaient de chauffage adéquat. Les vêtements insuffisants et l'exposition prolongée à des températures basses causaient des maladies liées au froid, affaiblissant les prisonniers. L'accès à la nourriture était minimal et de mauvaise qualité. Les rations maigres, composées de produits peu nutritifs, ne suffisaient pas à maintenir la santé des détenus. Ce régime alimentaire déficient menait rapidement à la malnutrition qui, combinée au manque de soins médicaux, prédisposait à des maladies graves. L'insalubrité des installations aggravait également cette situation, car les cellules étaient pleines de saleté, de parasites et d'odeurs insupportables. Le traitement infligé aux prisonniers s'étendait au-delà des conditions physiques. Les insultes, les humiliations et les châtiments corporels faisaient partie du quotidien, conçus pour briser le moral des détenus. Les corps des prisonniers s'affaiblissaient rapidement, rendant toute tentative de résistance pendant les interrogatoires difficiles. Les prisonniers, épuisés et désespérés, étaient plus enclins à céder sous la torture physique et psychologique pour obtenir un répit, aussi bref soit-il. Enfin, mais non des moindres, il y avait la manipulation de l'information. Dès le début, cette tactique ne se concentrait pas seulement sur l'obtention de données valides, mais aussi sur leur distorsion pour servir les objectifs de propagande de l'État totalitaire. Les aveux extraits sous la contrainte étaient manipulés, les agents eux-mêmes rédigeant des versions falsifiées des faits. Ces déclarations contenaient souvent des incriminations de tiers ou renforçaient des récits préalablement conçus pour justifier des rafles et des mesures répressives. En collaboration avec l'appareil de propagande dirigé par Joseph Goebbels, l'entité oppressive étendait cette manipulation aux médias de masse. En utilisant les journaux, la radio et le cinéma, le régime diffusait des versions soigneusement élaborées des événements, présentant ses victimes comme des ennemis publics. Ces récits, en plus de diaboliser les opposants, servaient d'outils puissants pour consolider le contrôle social. Par exemple, les socialistes et les communistes étaient constamment présentés comme des terroristes, ce qui facilitait les rafles arbitraires et les arrestations massives, sous prétexte de protéger l'État. La désinformation était également une stratégie récurrente.
L'organisme public diffusait des histoires exagérées ou complètement fausses sur les activités des groupes d'opposition, alimentant la peur et la méfiance parmi la population. La combinaison de propagande et de désinformation créait un terrain fertile pour que la population accepte, voire justifie, les mesures extrêmes du régime. Les bouchers, les complices et les victimes, les visages humains derrière la barbarie. Si cette combinaison de facteurs ne suffisait pas, il est désormais nécessaire d'écouter l'histoire de certaines biographies qui ont donné vie à ces événements. Commençons par Klaus Barbie, connu sous le nom de Boucher de Lyon. Il a joué un rôle central au sein de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire par ses méthodes brutales d'interrogatoire et sa participation à de nombreux crimes de guerre. Son parcours a débuté en tant qu'officier de la SS et du Sicherheitsdienst, l'agence de renseignement du parti nazi, opérant principalement dans la France de Vichy. Dans ce contexte, il a assumé des responsabilités organisationnelles à Lyon, où sa mission principale consistait à démanteler les mouvements de résistance et à coordonner la déportation des Juifs vers les camps de concentration. Pendant son mandat, Barbie s'est distingué par sa cruauté, jouant un rôle direct dans les arrestations et soumettant les prisonniers à des méthodes de torture systématiques pour obtenir des informations. Ces techniques combinaient des abus physiques et une manipulation psychologique, créant un climat de terreur parmi ses victimes. Barbie ne se contentait pas de superviser ces pratiques, il les exécutait également personnellement, démontrant un degré de sadisme reflété dans de nombreux témoignages. L'un des cas les plus notables fut l'arrestation et la torture de Jean Moulin, un chef éminent de la résistance française, qui subit des traitements si brutaux aux mains de Barbie qu'il en devint méconnaissable. Cet épisode, parmi d'autres semblables, a consolidé la réputation de Barbie en tant qu'agent impitoyable au service du régime nazi. Lise Lesèvre, survivante de ces pratiques, a décrit l'une de ses rencontres avec lui de la manière suivante. « Lors de mon dernier interrogatoire, Barbie m'a ordonné de m'allonger sur une chaise et m'a frappé dans le dos avec une boule à pointe attachée à une chaîne. Il m'a brisé une vertèbre et j'en souffre encore aujourd'hui. » Enat Leger, âgé de 91 ans, a offert un autre témoignage. Il avait les yeux d'un monstre. C'était sauvage. Mon Dieu, c'était sauvage. Inimaginable. Il m'a cassé les dents, m'a tiré les cheveux en arrière. Il a mis une bouteille dans ma bouche et l'a poussée jusqu'à ce que mes lèvres éclatent sous la pression. Parmi les accusations portées contre lui figuraient des actes de meurtre, de déportation et de torture. Son implication dans la déportation de milliers de Juifs, y compris les enfants de l'orphelinat d'Isieux, est un exemple emblématique de son rôle dans la machine répressive nazie. Les registres du Central Registry of War Criminals and Security Suspects ont documenté ces crimes peu après la guerre, le désignant comme l'un des principaux responsables d'atrocités contre des civils. Bien qu'il ait initialement été capturé par les forces alliées, Klaus Barbie a réussi à échapper à une procédure immédiate en raison du manque de preuves accablantes contre lui. En 1947, il a été recruté par les services de renseignement des États-Unis, qui l'ont utilisé comme informateur dans le cadre de leurs efforts anticommunistes en Europe. Pendant cette période, le Counterintelligence Corps a facilité sa fuite vers la Bolivie en 1951, évitant ainsi les demandes d'extradition de la France. Dans ce pays andin, Barbie a adopté un pseudonyme et est resté actif en tant que conseiller de régimes autoritaires, fournissant son expertise en matière de tactiques répressives. Son identité est restée cachée jusqu'aux années 1970, lorsqu'il a été identifié par des chasseurs de nazis. Malgré des obstacles politiques et juridiques, en 1983, la Bolivie l'a expulsé vers la France où il a finalement été jugé pour ses crimes de guerre. 4 ans plus tard, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité, mettant fin à un chapitre d'impunité qui avait duré des décennies. Barbie est mort en prison le 25 septembre 1991, marquant la fin d'une vie qui a incarné les tensions entre justice historique et intérêt géopolitique d'après-guerre. Une autre histoire est celle de Stella Ingrid Goldschlag, née dans une famille juive assimilée. Avec ses cheveux blonds qui soulignaient son apparence aryenne et un charisme qui lui ouvrait des portes, Stella a bénéficié d'une éducation privilégiée jusqu'à ce que les lois antisémites de Nuremberg ne détruisent les possibilités offertes aux familles juives en Allemagne. Au printemps 1943,
Stella a été arrêtée par la Gestapo dans le cadre d'une opération visant à démanteler des réseaux de juifs cachés. Pendant sa capture, elle a subi des tortures qui l'ont amenée à dénoncer Mickey Hellman, un juif qui avait fourni des faux papiers pour sa protection. Mickey a été arrêté et envoyé dans un camp de concentration, marquant ainsi les premiers pas de Stella vers des décisions personnelles controversées. En AOIT de la même année, elle fut envoyée avec ses parents au camp de concentration de Groß-Hamburger-Straße. Là, elle fut confrontée à un dilemme brutal: collaborer avec la police en échange de la sécurité de sa famille, ou résister, sachant que cela entraînerait sa déportation et, très probablement, sa mort. Stella accepta l'accord et devint une Gräfin, ou chasseuse, dont la tâche consistait à identifier et livrer les Juifs cachés aux autorités nazies. Sa collaboration avec les oppresseurs ne fut pas seulement forcée, elle reçut des incitations économiques allant jusqu'à 300 marks pour chaque capture réussie. De plus, sa connaissance du réseau social juif à Berlin et son apparence aryenne lui permirent de s'infiltrer facilement dans des cercles vulnérables. Entre 1943 et 1945, elle employa des tactiques allant de l'assistance à des funérailles d'Allemands mariés à des Juifs jusqu'à offrir de faux refuges à ceux qui tentaient d'échapper au régime. Sa capacité à inspirer confiance devint une arme mortelle. L'impact des activités de Stella fut dévastateur. On estime qu'entre 600 et 3000 personnes furent capturées et déportées à cause de ses dénonciations. Elle était connue dans les cercles nazis sous le surnom de « Poison blond », un sobriquet évoquant à la fois son apparence et sa trahison. Elle confia qu'elle avait parfois envisagé d'abandonner ce rôle, mais qu'il était déjà trop tard pour elle. Elle disait avec regret « À ce stade, j'étais déjà prise au piège et ne pouvais plus m'en sortir. » Et ainsi fut-il. Avec la chute de Berlin en avril 1945, Stella s'enfuit à Liebenwald, où elle donna naissance à sa fille Yvonne. Le père de l'enfant était Heino Meisel, un prisonnier qui avait partagé une partie de l'expérience de Stella dans les camps. Cependant, en décembre de la même année, elle fut arrêtée par les autorités soviétiques après un commentaire imprudent, où elle comparait la police soviétique à la Gestapo. En juin 1946, un tribunal militaire soviétique condamna Stella à 10 ans de prison pour espionnage, une accusation liée à son ancienne collaboration avec les corps de sécurité nazis. Son emprisonnement en Sibérie marqua une période d'isolement et de réflexion, bien que cela n'ait pas mis fin à l'examen public de ses actes. Dans les années suivantes, Stella fit face à de nouveaux procès en Allemagne de l'Ouest. En 1957, puis de nouveau en 1972, elle fut jugée pour crime contre l'humanité, mais continua à prétendre qu'elle avait agi sous contrainte, une défense qui divisait les opinions, tant dans le domaine juridique que dans les communautés juives survivantes. La vie de Stella s'acheva à Fribourg-en-Brisgau le 26 octobre 1994. Ces dernières années furent marquées par la solitude et le rejet social. D'un autre côté, une victime de ces années fut Abraham Blum, éminent leader du Bund dans le ghetto de Varsovie. Entre avril et mai 1943, il participa activement au soulèvement juif dans le ghetto de Varsovie, qui abritait environ 400 000 personnes dans des conditions inhumaines. Bien que la révolte contre l'oppression ait échoué et que ses installations aient été détruites, Blum parvint à échapper à la capture grâce à un système d'égout. Il se cacha dans plusieurs appartements à travers la ville. Cependant, sa chance tourna lorsque le concierge d'un des bâtiments où il se réfugiait trahit sa localisation aux forces nazies. Lors d'une tentative de fuite par une fenêtre, Blum fit une chute qui le blessa grièvement. Cet incident entraîna sa capture par la Gestapo au début de cette même année. Après son arrestation, Blum fut conduit dans les installations de la Gestapo, connues pour leur méthode brutale d'interrogatoire et leur obsession pour obtenir des informations clés sur les mouvements de résistance. Dans ces centres, les prisonniers faisèrent face à une combinaison de tortures physiques et psychologiques conçues pour briser leur volonté et les forcer à révéler des informations cruciales. Bien que les détails spécifiques des interrogatoires auxquels Blum fut soumis soient rares, les tactiques habituelles des nazis incluaient des menaces directes, des passages à tabac et des humiliations constantes. La Gestapo voyait en Blum une figure de grande valeur stratégique. Son rôle de leader au sein du Bund, un mouvement socialiste juif influent, et sa participation au soulèvement du ghetto de Varsovie
faisait de lui une source potentielle d'informations sur les réseaux clandestins de résistance. Les questions auxquelles il fut soumis visaient probablement à obtenir des détails sur les opérations du Bund, les stratégies des rebelles et l'identité d'autres leaders impliqués dans la lutte contre le régime nazi. Blum, connu pour son engagement inébranlable envers la cause, est souvenu comme quelqu'un qui privilégiait la protection de ses compagnons et de la résistance par-dessus sa propre vie. Il n'est pas clair combien, si tant est qu'il ait divulgué quoi que ce soit, Blum a révélé avant sa fin tragique. Les conditions dans lesquelles il se trouvait étaient certainement atroces, marquées par l'isolement, l'absence de soins médicaux pour les blessures causées par sa chute et l'utilisation constante de la violence comme outil d'intimidation. La vie d'Abraham Blum s'est terminée peu après sa capture. Il fut assassiné par la Gestapo, suivant un schéma habituel pour les dirigeants de la résistance juive capturés par les nazis. Le dernier cas est celui de Sophie Scholl, qui dès son plus jeune âge montra un fort intérêt pour la philosophie et la justice, des qualités qui définiraient plus tard son rôle dans la résistance contre le régime nazi. Durant sa jeunesse, elle vécut l'ascension du national-socialisme et expérimenta de première main comment ce régime transformait profondément la société allemande. Bien qu'elle ait participé à la Ligue des jeunes filles allemandes durant son adolescence, elle commença rapidement à remettre en question les idéologies et pratiques du parti nazi, influencée en partie par ses études universitaires, et ses discussions avec son frère Hans Scholl. En 1942, Sophie et Hans rejoignirent un groupe connu sous le nom de la Rose Blanche, une organisation clandestine composée principalement d'étudiants de l'université de Munich dédiée à une résistance pacifique. Le 18 février 1943, Sophie et Hans menèrent l'une de leurs actions les plus audacieuses en distribuant des tracts dans le bâtiment principal de l'université de Munich. Lors de cette opération, un concierge sympathisant du régime nazi les observa et signala leurs activités aux autorités. Peu après, tous deux furent arrêtés par la police secrète d'État, ainsi que Christoph Probst, un autre membre de l'organisation. Après son arrestation, Sophie fut soumise à des interrogatoires intensifs. Les autorités tentèrent de la manipuler et employèrent des tactiques d'intimidation pour qu'elle révèle des informations sur les autres membres du groupe et leurs activités. Sophie fit preuve d'un courage remarquable, refusant de trahir ses compagnons et assumant la responsabilité des actions de la Rose Blanche. Même face à la pression psychologique et à la menace constante de violence, elle resta fidèle à ses convictions, impressionnant certains de ses geôliers. Pour obtenir davantage d'informations, la Gestapo plaça une prisonnière, Elsa Gebel, dans la cellule de Sophie, espérant que cette espionne pourrait extraire des données confidentielles. Contre toute attente, Gebel ne fournit aucune information utile, apparemment influencée par l'intégrité et la force de caractère de Sophie. Malgré ses tentatives infructueuses d'obtenir des informations directement, l'organisation réalisa des perquisitions basées sur les preuves saisies lors de l'arrestation de Sophie, parvenant ainsi à capturer d'autres membres de la Rose Blanche. Le 22 février 1943, seulement 4 jours après son arrestation, Sophie Scholl fut soumise à un procès sommaire dirigé par le juge Roland Freisler, connu pour son traitement impitoyable et l'absence d'impartialité dans les procès qu'il supervisait. Durant le procès, Sophie défendit courageusement ses actions, argumentant que le régime auquel elle s'opposait était injuste et criminel. Cependant, les circonstances du procès étaient déjà décidées à l'avance. Sophie fut déclarée coupable de haute trahison et condamnée à mort, ainsi que son frère Hans et Christoph Probst. Ce même jour, Sophie fut exécutée par guillotine à la prison de Stadelheim, à Munich. Selon les archives, ses derniers mots auraient été les suivants. « C'est un jour ensoleillé et je dois partir. Mais combien doivent mourir au combat aujourd'hui ? Combien de jeunes pleins d'espoir? Qu'importe ma mort si des milliers sont touchés par nos actions ?